Alors, confusion entre l'urgent et l'important, et puis globalement tout quelque chose qui va dans le sens de rendre tout de suite. On a l'impression que le salarié est quelqu'un qui, je me rappelle là aussi un directeur commercial qui me disait, mais avant, il y a quelques années, en fait, quand on était responsable d'un nouveau produit, d'un nouveau secteur de clientèle, on avait grosso modo 3 ans pour faire ses preuves. La première année, on prenait possession du problème, du secteur, on commençait à connaître l'environnement, le marché, les clients, les nécessités, et ensuite on mettait sa politique en œuvre, et puis on la bâtissait solidement en fonction de tout ça, et puis ensuite, en 3e année, on commençait à voir les résultats de ça et à se rendre compte de là où il fallait éventuellement redresser, etc. Et on commençait à engranger les choses. Maintenant, c'est tout ça c'est rétréci sur 1 an, et vous devez avoir fait vos preuves de toutes ces phases-là. En 1 an, vous devez être rentable au bout d'1 an. Et si vous n'êtes pas rentable, effectivement, vous serez en difficulté. Voilà, donc une espèce de salarié qui quelque part devient un produit à durée éphémère et qui également est pris dans ces notions de flux très tendus. Alors qu'est-ce que ça donne en fait tout ça, ce rapport au temps au niveau des personnes elles-mêmes? Je dirais que il y a ceux qui aiment ça, et il y en a pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, ce rapport à l'urgence va à ce moment-là être vécu comme une espèce de poussée d'adrénaline. Et l'urgence est quelque chose qui va amener les gens à avoir envie de fonctionner très vite, aimer fonctionner très vite. Et c'est une décharge d'adrénaline. Et je me souviens d'une jeune femme consultante qui disait que quand elle arrivait, elle avait donc une tonne de mails urgents à régler, de 36 urgences à régler en un temps extrêmement limité, et que d'ailleurs quand elle rentrait le soir, elle était prise dans les mêmes logiques d'urgence avec ses enfants et tout. Et elle disait, mais quand je viens à bout de ces urgences, elle disait, je me sens pas le maître du monde, mais tout juste. Elle avait vraiment quelque chose, un sentiment d'ivresse, de pouvoir très grand. Mais alors, en échange, sa vie personnelle s'alignait en quelque sorte sur sa vie professionnelle, c'est-à-dire qu'elle avait un rapport au temps aussi tendu avec la gestion de ses enfants qu'elle l'avait avec la gestion de ses urgences professionnelles. Alors elle était là, elle disait, alors j'ai exactement 1h30 pour préparer le repas, le repas, histoire à coucher, histoire à raconter, hop, 1h30. Et alors elle disait, je calcule sans arrêt, ce que je dois faire cuire, c'est long ou c'est court. Si c'est long, je peux bien. Si c'est court, je peux leur laver les cheveux. Si c'est pas court, je peux pas. Et puis hop, bim, bim, c'était plié. Et alors elle s'en sortait bien. Elle adorait vivre comme ça. Je voulais vous lire aussi ce que disait un autre cadre supérieur qui est un cadre supérieur dans l'audiovisuel et qui raconte effectivement la chose suivante. Il dit on vit en permanence dans l'instant, on est toujours dans la pression, le débordement, la cavalcade, la fuite en avant. Moi, je ne pourrais jamais travailler dans un groupe dans lequel je ne vivrais pas en permanence à 200 à l'heure. Alors je me demande pourquoi c'est important de vivre à 200 à l'heure, et il me répond parce qu'on ne voit pas la mort arriver. L'avantage des métiers comme le nôtre, c'est qu'on n'a jamais à se poser de questions, à devoir se foutre des coups de pied aux fesses pour avancer, parce qu'on est toujours emporté par le maelstrom de la vie. Vous êtes inondé par le quotidien. Une de mes adjointes me disait l'autre jour, je m'éclate, je m'explose, c'est une jouissance profonde à chaque instant de ma vie. Le risque de ces vies-là, ajoutait-il, ces vies trépidantes, c'est la crise cardiaque, la rupture d'anévrisme, un cancer foudroyant. Mais je préfère prendre ce risque plutôt que de m'ennuyer, d'être dans un bureau à regarder passer ma vie et rentrer chez moi le soir pour m'endormir en ronflant devant les pubs à la télé. Moi, si je m'ennuie, je meurs. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, on voit bien que c'est effectivement un texte qui est quand même très sous-tendu par à la fois, il y a une angoisse de mort évidente, le vocabulaire est un vocabulaire très, très, très chargé, et en même temps, c'est un témoignage dans lequel on voit qu'il
il faut ne pas se poser la question du sens. L'urgence permet de ne pas se poser la question du sens. Quand il dit effectivement, ça permet la cafalcade, la fuite en avant, on ne voit pas la mort arriver, on n'a jamais à se poser de questions, à devoir se foutre des coups de pied aux fesses pour avancer, on est emporté par le maelstrom de la vie, inondé par le quotidien, on est effectivement quelque chose, enfin, on est tout à fait dans une espèce de fuite en avant qui permet de pas trop se poser de questions et de pas vivre trop en direct cette angoisse qui affleure pourtant à chaque mot de ce qu'il dit. Alors ça, c'est au fond un premier rapport à l'urgence qui serait ce rapport de l'urgence comme un espèce d'excitant vital dont on ne peut pas se passer pour les raisons aussi qu'on vient de voir. Il y a d'autres personnes qui vivent ça pas bien du tout, au contraire, et je crois que le fait qu'on le vive bien ou qu'on le vive mal tient à l'autonomie que l'on a, notamment sur son travail. Plus vous êtes autonome et maître de l'organisation de votre travail, plus vous vivrez bien l'urgence. Plus l'urgence déferlera sur vous, et moins vous pourrez vous organiser par rapport à ça, plus effectivement l'urgence, à ce moment-là, est mal vécue, et quelque chose qui, au contraire, vous déferle dessus et vous enferme, en fait, dans des logiques extrêmement déstabilisantes. Et à ce moment-là, c'est aussi un peu ce qu'éprouvent pas mal de gens qui font état, au contraire, d'un sentiment de perte de sens. Et des gens qui font état, justement, du fait qu'ils vivent avec une telle accélération qu'ils disent on est un peu comme des boulangers qui passerions notre temps à pétrir la pâte, mais on verrait jamais, au fond, le pain doré sortir du four, et on passerait notre temps à pétrir toujours de la pâte, et on n'est plus que ça, que du travail et rien d'autre chose. Et un autre prenait une comparaison tout à fait similaire, il disait on est comme des luthiers qui devrions fabriquer des violons, mais en fait nous passons notre temps à travailler le bois et on ne voit jamais sortir le violon, et quand on arrive à fabriquer un violon et qu'on est super content, eh bien, en fait, on nous casse notre violon et on nous dit tu vas en fabriquer un autre parce qu'il y en a des moins chers là-bas. Et donc une espèce de perte de sens, de l'œuvre, de perte de sens du travail bien fait, et de la perte de la possibilité de s'arrêter, de se retourner pour contempler l'œuvre accomplie et se dire bon, on a fait quelque chose de vraiment bien, et du coup se recharger pour partir vers autre chose. Ça, c'est plus possible. Ce temps de petit peu de temps d'arrêt, c'est quand même bien ce qu'on a fait, on repart, c'est fini. On est en permanence absolument catapulté sur immédiatement autre chose, et on n'a plus ce temps, effectivement, de la prise de conscience de l'œuvre qu'on a pu accomplir. Alors du coup, ça entraîne, je suis toujours sur le registre du temps et du rapport au temps là-dessus, ça entraîne le fait que on assiste à l'émergence de pathologies de l'urgence. Et cette pathologie de l'urgence, je dirais que ce qui m'a frappée, c'est qu'elle prend, on pourrait dire, la forme d'abord ce sont des pathologies quelque part machiniques. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, on pourrait dire, d'hyper-fonctionnement de soi-même. C'est-à-dire que ce qui m'avait frappé, je vous disais qu'on avait fait une recherche avec un de mes collègues qui maintenant s'était tenue il y a une quinzaine d'années, où on avait étudié le rapport à l'excellence dans les entreprises, le rapport et qui était très prégnant, et que là c'était plus ça du tout. Qu'en fait, ce qu'on demande aux gens, plutôt que d'être excellents, on leur demande aussi, mais c'est pratiquement, on leur demande d'être hyper performants. On leur demande de fonctionner toujours plus vite et de faire toujours plus de choses dans le même temps, dans un temps toujours plus court. Et cette espèce d'hyper fonctionnement de soi, ça donne ce que je pourrais appeler des espèces de pathologies de la surchauffe. Des pathologies de la surchauffe, c'est-à-dire que j'avais été frappée dans cette recherche sur l'urgence par les comparaisons qui étaient prises par les gens. Ils disent les gens deviennent comme des piles électriques qu'on ne peut plus débrancher. Ils fonctionnent comme des espèces d'embrayages qui tournent dans le vide ou de moteurs qui tournent dans le vide. Si vous prenez l'expression péter les plombs, vous apercevez que c'est aussi une expression machinique. C'est-à-dire que l'idée qu'on est effectivement comme un espèce de moteur humain mis en surchauffe permanente, et puis qu'à certains moments, on aurait en quelque sorte les connexions, les câbles qui pèteraient d'un coup, comme si on était une centrale électrique ou une centrale électronique, avec des connexions qui pètent d'un coup, et qu'on se retrouverait à ce moment-là, effectivement, pouf,
privés de cette alimentation mécanique ou électrique qui nous permettait de vivre avec des témoignages dans les entreprises parfois très impressionnants, des témoignages où on fait état de gens qui ont pris 10 ans en un an, de gens qui sont tantôt complètement hystériques, tantôt totalement charmants, tantôt complètement hystériques, de gens qui sont rentrés là dans le service, qui avaient la pêche, qui étaient motivés, etc., et puis qui sont devenus, sous la pression à laquelle ils sont soumis, qui sont devenus des personnes complètement, changeantes, avec des doubles personnalités. On fait état de doubles personnalités, des trucs assez troublants sur la rapidité, on pourrait dire, d'une corrosion dont les gens sont victimes. Et cette idée que précisément, au fond, je dirais que les pathologies qu'on avait rencontrées dans notre recherche précédente, qui s'étaient passées dans des entreprises adeptes de l'idéologie de l'excellence et de la nécessité de fonctionnement par toujours plus parfait, toujours plus excellent, c'était des pathologies de l'idéalité. C'était des pathologies de l'idéalité, c'est-à-dire qu'en fait, les gens investissaient leur idéal du moi pour faire toujours mieux, toujours plus parfait, etc., avec une entreprise qui avait un discours comme ça très excellent, très, très tourné vers la recherche de perfection. Et quand ces personnes-là craquaient, c'était quand, d'une certaine façon, l'entreprise ne les reconnaissait plus, qu'ils n'étaient plus assez performants pour suivre, malgré tout quand même, ce rythme, et que du coup, leur idéalisation de l'entreprise à laquelle ils s'étaient en quelque sorte identifiés, quelque part leur retombait dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient comme si leur idéal du moi avait fusionné avec l'idéal proposé par l'entreprise, et que quand effectivement la réalité de la reconnaissance et des résultats en termes de performance était plus au rendez-vous, eh bien l'entreprise à ce moment-là se montrait pas du tout sympathique, et du coup cette idéalisation de l'entreprise tombait complètement sur eux, et ils étaient très cassés avec des pathologies d'idéalité, des pathologies, on pourrait dire, de la brûlure intérieure aussi, avec du type burn-out, qui est non seulement l'épuisement professionnel, mais aussi une pathologie de l'idéalité. L'idéalité qui vous tombe dessus quand précisément on n'arrive plus à la... Alors, donc ces pathologies-là, c'est pas tellement... Alors, bien sûr, elles existent toujours, mais c'est pas celles-là qui sont au devant de la scène. C'est plus ces pathologies de type machinique, en fait, avec cette impression qu'on a des moteurs qui tournent dans le vide pour les gens. Et je parlais tout à l'heure de corrosion, en fait. On a le sentiment que... alors, je reviendrai tout à l'heure sur cette notion de corrosion du caractère qui a été utilisée par un sociologue américain qui s'appelle Richard Sennett, mais dans un autre sens. Moi, je l'ai utilisé au sens premier du mot corrosion. On a l'impression que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, du coup, un certain nombre de gens, au niveau de leur caractère, c'est-à-dire la capacité à rentrer en relation avec les autres, eh bien, vivent des choses très, très dures, avec des crises de larmes, avec une extrême agressivité dont ils sont conscients, avec l'impression d'avoir en permanence les nerfs à fleur de peau et d'être soumis à une telle pression que du coup ils deviennent justement comme si leur caractère était attaqué par l'environnement, comme au fond un métal est attaqué par un produit chimique, et qu'il n'y a plus de protection autour d'eux, il n'y a plus de capacité protectrice. Ils sont effectivement, ils sont à la surface d'eux-mêmes. Ils ont des réactions de peau, nerfs à fleur de peau, les larmes prêtes à sortir, une extrême agressivité, plus de réserve. Voilà, c'est un peu cette notion de corrosion du caractère que je voulais signaler. Et puis bien sûr, toujours sur l'aspect un peu pathologique de ce que ça peut donner, également la montée en régime des dépressions d'épuisement, dans lequel le problème pour la personne n'est pas un problème de perte, que ce soit la perte d'un être aimé, la perte, un échec, une perte de soi-même, mais que, au contraire, ce sont des dépressions dans lesquelles l'environnement vient au premier plan et donc va causer effectivement cet épuisement très profond de la personne, comme si, après s'être intensément mise en pression, eh bien, elle ne pouvait que, comme si l'organisme biologique avait besoin de réagir et de reprendre ses droits, et qui ne trouvait plus que, en quelque sorte, ce type de dépression pour se mettre un peu au ralenti. Et ce qui caractérise, mais vous le savez sûrement mieux que moi, ces dépressions d'épuisement, c'est qu'il n'y a pas du tout
certains des signes précis de la dépression traditionnelle, à savoir l'atteinte de l'image de soi, le sentiment qu'on est nul, qu'on a une très mauvaise image de soi, un sentiment également de perte, etc. Il n'y a pas ça. Il y a simplement le sentiment d'être écrasé par quelque chose de tellement lourd qu'on ne peut plus le soulever. Et donc, le symptôme qui vient au devant de la scène, qui est le deuxième groupe de symptômes de la dépression, mais c'est vraiment cette impossibilité à agir, ce ralentissement de l'action qui est très caractéristique de la dépression. Mais il n'est pas causé il est causé par l'environnement. Voilà, je voulais dire ces quelques mots sur les pathologies, avant d'essayer maintenant d'avoir un peu une interrogation plus longue, une fois que j'ai campé de façon assez précise les mutations de ce rapport au temps et des incidences qu'il a. En fait, au fond, qu'est-ce que ça entraîne sur l'individu contemporain que je qualifierais d'individu hyper moderne. Alors, je ne voudrais pas vous perdre dans ces notions de modernité, vous allez en voir pendant les 3 jours, mais l'individu hypermoderne, je suis obligée de faire une toute petite parenthèse. Éric Fiat rappelait ce matin que la modernité, en tant que période historique, ça débute à la Renaissance. La modernité avec un grand M, ça débute à la Renaissance. Et en fait, la modernité s'est fondée donc sur les grandes découvertes, le progrès, la raison, l'avènement de la technique, l'avènement de l'économie, l'avènement d'une science autonome et tout ça. Et donc l'idée que, au fond, et ces idées donc tout ça, plus les idées de progrès, les idées de raison, tout ça, ça va amener le bonheur, ça va amener en fait l'émancipation de l'humanité, de la société. Alors, c'est donc la modernité, c'est une notion déjà très ancienne, en fait. Même si on peut parler de notre modernité au quotidien, comme l'a aussi fait Éric Fiat tout à l'heure. Il a brièvement parlé de la notion de postmodernité. Et il a dit effectivement que la notion de postmodernité, elle repose sur l'idée de rupture. C'est-à-dire qu'effectivement, cette notion de postmodernité, c'est l'idée qu'il y a eu effectivement une rupture. Elle est fondée sur le constat d'une rupture avec ce qui sous-tendait la modernité. À savoir l'idée que le progrès, la science, etc., tout ça, ça allait amener la raison, le bonheur, et qu'on allait aller de plus en plus vers ça. Eh bien non, on s'est aperçu que justement, on n'allait pas de plus en plus vers ça. Et donc, constat d'une rupture avec ces fondements de la modernité, et rupture qui a correspondu effectivement à la période où les grandes idéologies se sont cassées la figure. Les grandes idéologies explicatives du monde et explicatives du sens se sont cassées la figure. Alors, il y a aussi bien entendu, la religion que les idéologies qui lui ont succédé, les fameuses idéologies séculières dont parlait Raymond Aron, qui ont succédé à ça. Et que ce soit le marxisme, bien sûr, et donc toute cette dimension explicative du monde, là aussi, il y a eu un constat de carence. Ça ne permettait pas, en tous les cas, de faire face au monde tel qu'il était devenu. Alors, c'est ça, la postmodernité. Et alors moi je vais utiliser une autre notion qui est une notion qui met l'accent sur autre chose, la notion d'hypermodernité. L'hypermodernité, qui est utilisée beaucoup plus récemment, elle met l'accent sur la radicalisation de la modernité, elle met l'accent sur sur le caractère excessif de la modernité. Si vous prenez le préfixe hyper, c'est une notion qui désigne le trop, ça désigne l'excès. Ça désigne l'au-delà d'une norme ou d'un cadre. Et ça implique donc une notion de dépassement constant, de maximum, de situation limite. Et notre société hyper moderne, eh bien, elle est beaucoup dans cet excès, ce dépassement constant, cet au-delà des situations limites. On parle de l'hyper-consommation. Plus rien n'est simple, c'est hyper-consommation, de l'hyper-performance, des hypermarchés, bien sûr, plus seulement les super, les hyper. Et puis, Fabius parlait l'autre jour de l'hyper-capitalisme, il n'est pas le seul. Il y a l'hyper-terrorisme également dont on parle, des articles dans les journaux là-dessus. Enfin, bref, tout est hyper, comme si on ne pouvait vivre notre modernité que dans cette exacerbation, dans cet excès de tout, dans cet extrême de tout, dans cet au-delà de tout. Et donc,
pense que c'est pas inintéressant donc de voir un petit peu dans cette société hyper moderne, au fond, et dans l'individu hyper moderne qu'elle a produit, que devient cet individu.